Bonjour, dans cette vidéo, je m'intéresse à vous. Qui êtes-vous et que faites-vous? Voilà deux questions que l'on nous pose très souvent sur Internet. La première, on s'en doute un petit peu quand ils nous la posent, mais la seconde est un petit peu plus subtile. Savez-vous réellement quand on vous les pose? Si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce, merci beaucoup. Allez, sans transition, on y va. À quel moment nous demande-t-on qui nous sommes quand nous naviguons sur Internet? C'est assez régulièrement, mais c'est en général lorsque l'on s'inscrit sur un site ou lorsque l'on s'identifie. L'étape d'identification permet aussi de savoir qui vous êtes. Avant de vous identifier, vous êtes un utilisateur anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui vous êtes. Une fois connecté, le site sait qui vous êtes. Par exemple, pour venir voir cette vidéo, vous êtes sûrement connecté à YouTube. Si vous mettez un pouce bleu sur cette vidéo ou que vous abonnez à la chaîne, YouTube sait qui vous êtes. Mais en fait, comment le site sait qui nous sommes? Eh bien, nous allons lui apporter des preuves de notre identité pour qu'il puisse nous connecter. Pour s'identifier, nous fournissons des informations. La première information que nous fournissons, c'est un identifiant ou une adresse mail ou un pseudonyme. Et la seconde est en général un mot de passe. J'ai fait une vidéo sur le sujet des mots de passe. Je vous mets le lien dans le i en haut. Mais au final, le mot de passe, l'une des trois catégories de méthodes pour nous identifier. Pour nous identifier, nous pouvons utiliser un secret partagé, c'est le cas du mot de passe. Le fait de posséder une chose, comme cette carte, c'est un badge. Quand je la possède et que je la passe sur le lecteur, ça m'autorise les accès. Et la dernière chose, eh bien, c'est ce que nous avons au bout des doigts, c'est le fond de l'œil, de la rétine. Ces éléments-là, on appelle ça donc la biométrie. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que j'aime utiliser pour m'identifier. Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus sûr pour savoir que c'est bien moi. Pourquoi? Parce qu'on peut difficilement me voler mon œil, on peut difficilement me voler mes empreintes, même si ça se fait. Mais le pourquoi je ne les aime pas spécialement, c'est que si jamais les données, mes informations d'empreintes rétiniennes fuitent, ce qui est très souvent le cas à l'heure actuelle, eh bien ces données-là sont perdues à tout jamais. Donc mes données à moi, qui sont liées à mon corps, elles sont perdues. Impossible de les révoquer. Vous perdez un mot de passe, vous changez le mot de passe, il ne sert plus à rien, pour peu que vous n'utilisez un mot de passe par site. Vous perdez la carte, on la révoque sur les systèmes, elle n'ouvre plus rien, elle ne sert à rien, on peut la jeter à la poubelle, ça change rien. Donc voilà les trois catégories d'identification que l'on peut faire. J'ai une petite question pour vous. Dans quel cas, sur une navigation internet, utilise-t-on la preuve de possession? Donc quelque chose que l'on possède, une carte, comme ça, ou autre chose. Répondez dans les commentaires. Sur certains sites, vous avez peut-être pas loupé le fait qu'il y ait des boutons connexion avec Google, connexion avec Apple, connexion avec Facebook, connexion avec plein de possibilités. Qu'est-ce que c'est que ces boutons? Ces boutons, c'est ce qu'on appelle une délégation de l'identification. C'est-à-dire que le site qui vous propose ces boutons va demander à Apple, Facebook, Google ou qui sais-je de vous identifier à sa place. Ça lui permet d'éviter de stocker votre mot de passe. C'est pas plus mal d'un certain côté parce que ça évite d'avoir des mots de passe de partout et d'avoir un mot de passe supplémentaire à gérer. Cette façon de se connecter, c'est une délégation de l'identification. On en parle aussi de SSO pour Single Sign-On. On entend plus souvent ce terme en entreprise. Et le site fait donc appel à un fournisseur d'identité. Donc Facebook, dans ce cas-là, est un fournisseur d'identité. Il va dire au site qui vous êtes. En entreprise, par contre, ça a un avantage énorme. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir un mot de passe par utilisateur, par application que l'on utilise, il n'y en a qu'un. En général, on le gère dans une base de données spéciale à ça, telle que l'Active Directory ou un LDAP, et ça permet d'avoir qu'un seul mot de passe. Donc lorsqu'un utilisateur arrive dans l'entreprise, en créant son compte dans ce répertoire, il a un accès partout où il a besoin. L'autre avantage, c'est quand un collaborateur s'en va ou change de poste, eh bien, fermer les accès est très facile. C'est ce qu'on appelle un peu la centralisation des accès. Donc maintenant qu'on a vu l'identification, le site internet sait qui vous êtes. Dans quel cas le site va vérifier ce que nous faisons? À chaque fois qu'on va demander une URL, il va vérifier qui nous sommes et si nous avons le droit de charger cette page. Pourquoi on fait ça? Parce que l'identification n'est pas suffisante. Une URL qui correspond par exemple à la modification des informations du compte
d'un utilisateur peut très bien être disponible sur Google. Et si vous ne vérifiez pas que la personne qui se présente est identifiée, donc on sait qui c'est, eh bien vous avez un gros problème de sécurité. Et donc quand on demande par exemple la page de modification des informations du compte, vous allez vérifier si la personne est identifiée et ensuite si elle a le droit d'accéder à cette page. Et c'est là les sites vérifient ce que vous faites. Alors comment ça se passe pour vérifier les droits d'accès? En général, sur vos informations d'utilisateur, il y a une information qui vous donne vos niveaux de droit. À quoi vous avez le droit. Si on prend par exemple une plateforme d'écriture d'articles pour une rédaction, vous avez différents rôles dans cette rédaction. Vous avez le journaliste qui écrit, donc il aura un rôle d'écrivain. Vous avez le relecteur qui prend l'article une fois qu'il est prêt à être publié, il le relit. Et ensuite vous avez aussi le chef de la rédaction, donc le rédacteur en chef, qui lui peut lire n'importe quel article en cours d'écriture, ou déjà écrit, ou en cours de relecture, et qui va pouvoir également décider de l'heure et de la date de publication de l'article. Les URL qui permettent de réaliser ces actions peuvent être connues de n'importe qui. Et c'est lorsqu'on appelle ces URL que le site va vérifier si vous êtes identifié et si vous avez les droits d'accès. Et si vous n'avez pas les droits d'accès, vous avez droit à une erreur 403, c'est une erreur Access Deny. Cependant, maintenant, il y a un petit piège là-dedans. J'en ai déjà un peu parlé sur la vidéo sur les auto-incréments, mais il y a un piège dans la vérification uniquement de l'URL. Si vous avez le droit d'accéder à une page donnée, vous n'avez pas forcément le droit de voir n'importe quelle donnée. Imaginons maintenant que notre plateforme pour écrire des articles est une plateforme SaaS, donc un service en ligne. Nous ne voulons pas que le rédacteur en chef du journal A puisse voir les articles du journal B. Et bien pour ça, il faut vérifier les droits d'accès sur les données directement. Quand on fait la liste des articles écrits, il faut vérifier que chaque article soit de la bonne rédaction, que l'utilisateur en cours a le droit de voir ces données-là. Et lorsqu'on affiche un article, il faut également vérifier que l'article que l'on va afficher correspond bien à la rédaction de l'utilisateur qui est en cours. Et ça marche pour n'importe quel site. Du moment que vous avez un espace privé, donc protégé par un mot de passe, des identifiants dans les URL. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur la dangerosité des auto-incréments. Je vous mets le lien dans le i en haut. La faille très courante qu'il y a, c'est que n'importe qui peut accéder à n'importe quelle donnée. Et ça, si vous avez ça, c'est un gros problème de fuite de données. Je peux vous dire que personne n'a envie d'avoir ce genre de problème à gérer. Et c'est de la responsabilité des développeurs de faire en sorte que ces failles-là ne sont pas présentes sur les systèmes. Et bien voilà, vous savez tout sur le fonctionnement de l'authentification et de l'autorisation sur les sites internet. Je ne vous ai pas parlé des API, ce sont des pages spéciales pour le dialogue machine à machine, mais elles aussi doivent être protégées. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous parle des API. Ça sera une vidéo systématiquement plus technique, parce que là on parle de dialogue entre machine à machine. Cette vidéo était la vidéo que je vous avais promis dans la vidéo sur le piratage de mon site. Je vous mets le lien ici et vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça m'aide énormément. Il me reste à vous dire au revoir et bon code.